Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. La France, un pays d'exception, sa beauté en architecture, sa culture, littérature et autres arts, la variété de ses paysages, la gastronomie. Mais une France en 2024 liquidée et occupée par un ennemi identifié de l'intérieur. Au CNTF-CH, nous, la France, nous la voulons libre, d'où le nom de l'émission évidemment. Libre comme la démocratie, évidemment au temps de l'Athènes antique, et ça c'est un petit clin d'œil pour Iota. Ravi de vous accueillir, bonsoir et bienvenue. Nous sommes avec vous pendant une demi-heure, La France Libre, une émission du CNTF-CH. Avec Bruno, avec Philippe, avec Iota et avec Jean-Pierre et avec vous également qui nous regardez. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir à tous les amis. Bonsoir à tous et mille excuses de ne pas être visible. Mon PC est en réparation-révision. Voilà. Alors Philippe, écoute, on ne te voit pas, mais on te connaît, on t'a déjà vu souvent. Et donc, on sait que tu es là, on sait que c'est toi, il n'y a pas de problème. Alors, merci d'attester, oui. Je vais juste donner une information qui est quand même importante parce que enfin les choses bougent, parce que en ce qui concerne Ursula von der Leyen, que certains appellent Ursula von der Leyen, eh bien elle va être convoquée au tribunal de Liège le 17 mai pour toutes les affaires de corruption et de sous-table et de conflit d'intérêts avec les labos, notamment Pfizer, pour des sommes qui sont quand même plus que conséquentes concernant ces fameux faux vaccins, parce que ça concerne 35 milliards d'euros. Voilà, donc cette dame qui n'a jamais été élue, qui a été bombardée, on ne sait pas par qui, peut-être par Schwab, à la tête de la Commission européenne, eh bien, elle va commencer à avoir quelques petits soucis. Donc, c'était dénoncé avant par ceux qu'on appelait les complotistes, et maintenant, ça sort au grand jour. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. À vous la parole. Je peux bien enchaîner avec un nom que tu as cité qui est Monsieur Schwab. Alors, il faudrait lancer un avis de recherche pour un certain nombre de personnes et en particulier pour lui, pour Monsieur Schwab. On ne sait pas trop où il est. Même chose pour Monsieur Obama, dont on n'entend plus trop de nouvelles. Même chose pour le roi Charles d'Angleterre. Même chose pour la famille Clinton. Et puis même chose pour un certain nombre de personnages de ces anciens systèmes qui ont régné sur notre planète et sur les États-Unis ou en Angleterre et dont on n'entend plus trop parler. Alors il y a une actualité qui émerge aussi, c'est est-ce que la Chine va continuer à donner ou prêter de l'argent aux États-Unis d'Amérique comme c'était la tradition. Jusqu'à maintenant, elle donnait à peu près ce qu'on lui demandait. Alors est-ce que c'était sous je dirais dans le cadre d'un intérêt commercial ou est-ce que c'était dans le cadre d'un chantage? Je ne m'avancerai pas. Toujours est-il qu'Anthony Blinken est allé à la pêche récemment vers Monsieur Xi Jinping pour récupérer de l'argent tout simplement et que visiblement il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Alors est-ce que ça marque le changement profond de quelque chose dans la politique internationale? La question reste posée. Voilà ce que je voulais dire. Alors Philippe, ça fait des années maintenant que la Chine, l'Inde et la Russie achètent et récupèrent de l'or à tour de bras pour fortifier leur économie et pour que leur monnaie soit solide face au dollar qui, lui, est basé en grande partie sur du vent, même s'ils sont en train de mettre en place un dollar basé sur l'or, mais il y a un gros retard à rattraper au niveau des États-Unis. Et notamment l'Inde qui achète de l'or au-dessus du cours. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement de l'or qu'ils ne se gênent pas et ils n'hésitent pas à l'acheter à 17 voire 20% au-dessus du cours officiel. La conquête de l'espace. On a marché sur la Lune, un petit pas pour l'homme et un bond de géant pour l'humanité. Je suis en train de vous annoncer l'actualité en images et on se retrouve juste après. Selon certains, c'est pas le 50e anniversaire du premier pas sur la Lune qu'on commémore, c'est le 50e anniversaire de la plus grande supercherie de l'histoire. Certains vont essayer de le prouver en regardant les photos, en prenant les choses simplement. Et sur les photos, il y a effectivement des choses étonnantes. Par exemple, vous avez un ciel noir sans aucune étoile. Et les décorateurs d'Hollywood, ils n'ont pas été très bons là-dessus. En réalité, c'est parce que c'est le jour lunaire. Et il y a la nuit, enfin l'apparence de la nuit, et beaucoup de lumière, parce que c'est le jour en fait. Et les étoiles ne sont pas du coup visibles, parce que la photo en fait est prise par la lumière, et les petites lumières qui seraient les étoiles, on les voit quasiment pas, ou pas du tout même. Ensuite, certains disent, mais sur une des photos, on voit Buzz Aldrin, et on voit à travers, enfin on se reflète sur son casque,
Neil Armstrong qui, soi-disant, prend la photo, mais on ne le voit pas prendre la photo. La raison, en fait, c'est parce que l'appareil, il est intégré à sa combinaison, et on le voit, il appuie là, puisque effectivement, c'est par là que ça se passe. Mais surtout, l'essentiel, c'est le drapeau. Ça, c'est le grand truc. Le drapeau flotte sur la photo. Or, il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, il n'y a pas de vent. Le drapeau devrait tomber. Et bien, c'est précisément parce qu'ils ne voulaient pas que le drapeau tombe que les Américains avaient installé une tige sur le haut du drapeau pour qu'il reste bien droit. Alors vous allez me dire, ouais, mais il est un peu froissé. Alors ça, les astronautes expliquent que c'est parce qu'il a été plié pendant le voyage, on l'a déplié, donc il y avait encore les traces des plis, et il est à la tige. Du coup, le drapeau ne flotte pas, mais effectivement, on a vraiment l'impression qu'il flotte. Alors moi personnellement je n'ai aucune théorie là-dessus, je me pose juste cette question, si on est allé sur la Lune, pourquoi n'y est-on pas retourné? Oui, alors. Oui, Yota, je te laisse répondre. Eh bien, c'est vrai que c'est une question très intéressante, Sylvain. Évidemment, des analyses sur la Lune, il y en a des milliers, hein, de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. On a fait beaucoup d'évaluations, de possibilités. Voilà, moi, je suis un peu comme Sylvain, je suis très mitigée. Et c'est vrai que la première question qui nous vient à l'esprit, s'ils sont allés, pourquoi ils n'y sont pas retournés plus régulièrement? Et donc voilà, on peut se permettre de douter encore de ces choses-là sans faire du complotisme, mais on peut se permettre de douter, je pense. Voilà Alors, les avis. Iota en pense peut-être qu'ils y sont retournés sans nous le dire, déjà d'une part, et d'autre part, il y a eu une grosse perte de connaissances parce qu'au moment de la fin de la guerre froide, la compétition entre la Russie et les États-Unis, eh bien, est un petit peu tombée. Donc, c'est pour ça qu'ils ont un petit peu laissé tomber. Mais maintenant, ils ont l'intention d'y retourner. Et même les Chinois, ils sont allés, mais en envoyant des robots. Il y a des robots qui se sont posés sur la Lune là récemment. Donc, tout le monde a envie de retourner sur la Lune. Donc, Alors, je ne sais pas si c'est facile à cacher parce que, comme je vous ai déjà dit, moi, je suis allée à Cap Canaveral. Je suis entrée dans une navette spatiale et j'ai vu l'endroit, donc tout le site de Cap Canaveral, qui, je vous le rappelle, est gardé par des alligators. Mais enfin, dès qu'il y a des événements de fusée, il y a quand même pas mal de monde qui va voir. Donc, s'ils étaient retournés, Bruno, à gauche, à droite, on devrait quand même retrouver des informations à ce sujet-là. ça, C'est c'est pas un certain. moindre événement. C'est certain, mais il y a encore il y a encore des informations complotistes qui disent qu'ils auraient pu très bien y retourner sans que personne ne sache. Mais c'est vrai que ça va faire un peu le lien avec le sujet de ce soir, c'est que il faut arriver à faire le tri entre les informations réelles et les fausses informations. Donc c'est pour ça qu'on a intérêt à multiplier les sources. Voilà. Je ne pense pas que c'est un événement si facile à cacher s'ils y étaient retournés. C'est sûr. Voilà, c'est un événement qui donne prise à toutes sortes d'interprétations possibles, de romans, hein, carrément, hein. Car c'est un événement de roman, en quelque sorte. Tout le monde a vu ça à la télévision et en même temps, on se pose tous la question de savoir si on n'a pas été des centaines de millions de personnes grugées par la télévision et par la technologie déjà du numérique à l'époque. Ou bien est-ce qu'il n'y a pas, si c'est le cas, si on était grugé, soit ils ont fait ça en studio, pourquoi pas, soit c'est une chose qui est acquise depuis longtemps et peut-être même qu'il y a déjà eu des gens, des hommes, des êtres humains qui ont atterri avec des moyens non connus à l'époque sur la Lune et avant les Américains. Et pourquoi pas les nazis, hein, ça a été une théorie. Hein. Donc toutes ces théories s'entrechoquent entre elles et on peut dire qu'une seule chose, c'est que tout ça sert finalement à noyer un poisson qui doit se cacher quelque part et qu'il va bien falloir un jour découvrir pour savoir ce qu'il en est de la vérité sur cette affaire de on a marché sur la Lune, dans quel intérêt, avec quelle technologie et avec quel objectif d'y retourner ou de ne pas y retourner, etc., etc. Toutes ces questions ne sont jamais répondues.
Et quand certains journalistes interrogent certains anciens, hein, comme Buzz Aldrin, mais je crois pas que c'était lui, mais peu importe, un des astronautes qui ont marché sur la Lune, ou qui prétendent avoir marché sur la Lune, justement, et on leur pose la question, monsieur, avez-vous marché sur la Lune? Et ils ne répondent pas directement. Ils ne disent jamais oui. Donc, est-ce qu'ils ont un retour de conscience qui consiste à dire la parole que j'ai donnée il y a 50 ans en arrière, comme je suis un vieil homme, je pourrais éventuellement la contourner, personne ne m'en ferait reproche, et leur conscience leur dit si, tu as signé un contrat moral, tu es obligé de dire que tu as marché sur la Lune. Bon. En tout cas, le fait qu'ils ne répondent pas spontanément à la question est aussi un indice complémentaire comme quoi il y a derrière tout ça quelques embrouilles. Alors, tout n'est pas faux, tout n'est pas vrai, mais c'est un des plus grands mystères de ce XXe siècle au niveau technologique, évidemment. D'autant plus, Philippe, que Buzz Aldrin a été interviewé plusieurs fois par des personnes qui s'occupent des informations et des recherches sur les ovnis, et il a dit clairement qu'il avait vu un certain nombre de choses très bizarres lors de son voyage vers la Lune. Voilà, on a une des directions dans lesquelles ça nous emmène. Et donc, ça ouvre des portes, ça n'enferme pas, au contraire, hein, ça les ouvre. Mais il était peut-être un petit peu tôt, en 1969, d'ouvrir ces chapitres-là. Alors qu'aujourd'hui, on les ouvre avec timidité et avec beaucoup de circonspection et de prudence, encore aujourd'hui. Voilà. Alors, à Sylvain de nous annoncer le sujet de ce soir qui a un lien très fort avec l'information. Ah ouais, un lien très fort avec l'information, effectivement. Et justement, nous allons réfléchir autour de cela. Comment ça va se passer pendant la transition avec le Conseil national de transition français, canal historique, pour ce qui est de l'information? Quels moyens d'information pendant la transition? Alors, merci Sylvain. Moi, je vais commencer à en parler tout de suite et après, vous aurez la parole à ma suite pour rebondir sur ce que je vais dire. Dans le programme de la structure de la transition, il y a une commission communication qui a déjà travaillé pendant plus d'un an et demi sur comment arriver à communiquer d'une manière correcte, d'une manière efficace pendant la transition. Parce qu'à partir du moment où on parle de transition, le peuple français peut se retrouver un petit peu perturbé quand tout se met à changer. Donc, il faut surtout pas qu'on tombe dans une forme de chaos, dans une forme de panique ou quoi que ce soit. Imaginons que la transition arrive, c'est-à-dire que l'armée, les gardiens de la paix prennent conscience que il faut changer les choses et donc ils arrêtent les usurpateurs qui sont en train de nous brimer et de créer une dictature, parce que c'est le mot, hein, en France depuis un certain nombre d'années, à force de lois liberticides et de violations complètes de la Constitution. Eh bien, à partir de là, les Français peuvent avoir peur. Quand De Gaulle a pris le pouvoir en 1958, c'était pratiquement un coup d'État, mais c'était un coup d'État qui ne disait pas son nom. Tandis que nous, ce qu'on propose, c'est surtout pas un coup d'État, c'est que les choses se passent en douceur, mais que ce qu'on appelle actuellement les forces de l'ordre interviennent pour arrêter donc tout ce massacre qui est en train de se faire au niveau de l'État de la France et du peuple français. Donc à partir du moment où on arrive à cette transition, il va falloir immédiatement mettre en place quelque chose pour informer la population. Informer la population, donc on le fait déjà actuellement, en prévision de tout ça, mais au moment où la transition va arriver, il faudra notamment qu'il y ait une chaîne de télé et une chaîne de radio qui soit libre et qui soit une chaîne, qui soit des chaînes liées donc au peuple et dans lesquelles le peuple pourra s'exprimer et qui permettront les deux chaînes, que ce soit la radio ou la télé, d'informer la population sur le nouveau système démocratique qu'on est en train de mettre en place. Et ça, c'est au niveau national. Mais il y aura aussi des structures qui se feront, notamment par les chaînes Internet qui existent actuellement, qui sont actuellement des chaînes de résistance et qui deviendront des chaînes officielles, hein. Et puis des réunions locales, parce qu'on a dit plusieurs fois qu'on allait commencer par tout ce qui se passe au niveau des mairies, au niveau des commissions locales, municipales. Donc, il y aura des affichages dans les mairies, il y aura des informations de la population de toutes sortes, avec des documents écrits, avec des distributions de tracts ou de documents qui expliqueront les choses.
pour que les gens ne paniquent pas et qu'ils comprennent qu'on organise une structure qui sera vraiment solide, où le peuple pourra vraiment s'exprimer. Et puis évidemment, les radios locales ou les télévisions locales, comme France 3 actuellement, auront leur rôle, notamment dans la diffusion des premières réunions des commissions, parce qu'en fait, nous, on veut absolument que tout soit clair, que tout soit clean, que tout soit visible. Donc les commissions, quand elles vont se réunir, il y aura diffusion publique des tirages au sort des personnes qui participeront donc aux commissions. Les réunions seront toutes publiques, elles seront toutes enregistrées pour ceux qui ne pourront pas la voir en direct, qui ne pourraient pas les voir en direct, donc ou en replay en fait. Donc tout sera visible par la population, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où on a derrière l'Assemblée nationale des tas de réunions qui ne se voient pas toujours et qui ne sont pas toujours filmées, et notamment quand il y a une influence des lobbies sur certains députés. Donc tout ça sera terminé, tout ça sera clair, et on est à l'ère d'Internet, on n'est plus à l'ère des pigeons voyageurs, donc on a ce qu'il faut pour pouvoir permettre à tout Français d'être informé sur ce qui va être mis en place au niveau de la transition, et puis à la fin de la transition aussi, de pouvoir décider de l'avenir, c'est-à-dire en votant la nouvelle constitution. Voilà ce que je voulais dire pour commencer. Je pense que Iota, par rapport à ce qui se passait dans la Grèce antique, à Athènes, on peut constater qu'on a quand même maintenant des moyens de communication qui sont plus efficaces pour pouvoir maintenir une démocratie. Oui, tout à fait, Bruno. En tout cas, le domaine de l'information, de ce qu'on voit dans les anciens temps, il n'avait pas tellement de problèmes de communication. On peut inventer des tas de moyens de communication. Et moi, par exemple, aujourd'hui, je postulerais quand même pour qu'on fasse un événement autour de la disparition des boîtes aux lettres, parce que avec cet Internet qui nous pend au-dessus de la tête comme une épée de Damoclès, on a droit à la disparition des boîtes aux lettres aussi. Donc, et sinon, Bruno, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, tous ces organismes, radio, télévision et tout ça, il va de soi qu'il faudra les nationaliser ou les reprendre à leurs propriétaires, puisque c'est quand même leurs propriétaires qui décident si l'information passe ou non, s'il y a censure ou non. Donc, il faudra trouver une solution pour que l'information reste nationale et intègre. Quant aux moyens, ben, j'espère qu'on utilisera tous les moyens possibles. Et évidemment, aujourd'hui, avec l'Internet, on peut prévenir des gens qui sont plus loin que autour de nous, dans nos mairies et tout ça. Donc, effectivement, encore une fois, je vous le dis, utiliser la technologie aujourd'hui pour installer plus de démocratie, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Alors évidemment, Iota, on ne va pas rétablir la Pravda ou l'agence TASS, c'est-à-dire qu'il y aura donc quand même des chaînes privées qui pourront dire ce qu'elles ont envie de dire, mais le peuple pourra s'appuyer sur des chaînes qui soient des chaînes véritablement du peuple et qui diront vraiment la vraie vérité des choses sans la trafiquer et sans la modifier. Et c'est pour ça qu'il faudra aussi qu'il y ait une déontologie beaucoup plus forte au niveau de la profession de journaliste. Alors, je veux bien intervenir. Effectivement, il faut distinguer les tuyaux et ce qu'on met dedans dans l'information. Pour ce qui concerne les tuyaux, il y a une première information d'urgence qu'on n'a pas évoquée, mais qu'on peut évoquer ici, c'est l'Emergency Alert System qui existe aux États-Unis et en France sous le nom de FR.alert, pardon, qui sont des systèmes d'alerte en fait par texto, tout simplement. On va envoyer un texto à tous les Français pour leur dire, restez devant votre télévision, allez voir la chaîne numéro 2, 3, 4, 5, peu importe. Il y aura un ordre simple, no panique, asseyez-vous dans votre canapé et regardez la télé, quoi. C'est un petit peu ça. Jusqu'à maintenant, on leur disait l'inverse, sortez du canapé parce que vous êtes en train de faire du gras. Là, on va leur dire, restez dans le canapé parce qu'on va vous informer et on va vous édifier. C'est-à-dire qu'on va dire des choses dans les tuyaux qui seront édifiantes pour chacun d'entre nous, qui seront sûrement renversantes, d'où l'intérêt d'être assis
assis sur le canapé, et qui seront de toute manière extraordinaires. Donc voilà, donc il va y avoir des mouvements qui vont s'enchaîner assez vite, car dans ce genre de changement de paradigme, évidemment, les choses vont se passer vite, et il se trouve que les moyens modernes nous permettent d'aller vite. Dans le temps de la Grèce antique, il fallait un certain temps pour aller de la pointe du Péloponnèse jusqu'à Thessalonique. Maintenant, c'est la vitesse de la lumière, ou quasiment. Donc ça, c'est le point important. Et puis, le deuxième point, ce qu'on met dans les tuyaux, quand tu dis, Bruno, qu'on va dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, j'ai envie de dire c'est un vœu pieux et c'est même carrément quelque chose d'inatteignable. Je le dis clairement, enfin en tout cas à mon avis. Hein. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner des bouts de vérité de façon à ce qu'on ne se fasse pas accuser de dire des mensonges, mais faire en sorte que ces bouts de vérité soient suffisamment édifiants pour que les gens comprennent l'essentiel tout de suite. Il y aura toujours du temps pour comprendre la suite plus tard. Et puis même ceux qui ont les meilleures volontés du monde sont toujours prenables dès lors qu'il y a une action politique, c'est-à-dire une action sur la vie de la cité. Et on est toujours critiquable dans ce cas-là. Et donc, comme on est critiquable, on a tendance à se protéger en ne diffusant pas cette information ou en la changeant un petit peu dans l'intérêt de tous au départ, et à la fin, ça devient quelque chose de pernicieux. Donc, c'est difficile de dire qu'on va dire toujours toute la vérité, et j'en veux pour preuve, par exemple, que dans l'histoire, dans l'enseignement de l'histoire, les petits Américains apprennent que ils ont gagné la guerre du Vietnam, alors que nous, en France, on nous a expliqué qu'ils l'avaient perdue. Hein. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, d'une zone à l'autre, d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, on n'apprend pas les mêmes choses. Et on ne voit pas la vérité de la même façon. On a déjà eu l'occasion de mettre ça en avant. Mais ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, les choses importantes soient dites et compréhensibles par tout le monde avec le même message pour tout le monde. C'est ça l'enjeu de la vérité. C'est que ça soit la même vérité partout sur la planète. Et c'est un gros travail. Il y a un travail de collaboration entre toutes les personnes de bonne volonté. Ils veulent envoyer la vérité dans les tuyaux. Et il y aura un travail d'éditorialiste, ou d'éditorial plutôt, comme un journaliste qui va choisir sa ligne d'attaque pour parler d'un sujet à tout le monde. Il faut que ça parle aux Chinois, il faut que ça parle aux Africains, il faut que ça parle aux Occidentaux, aux Russes, aux Sud-Américains, etc., etc. Donc voilà, donc ça c'est un gros travail de fond. Par contre, les alertes de départ vont être assez simples. Il va y avoir un ordre par SMS qui consiste à dire restez devant votre télé, vous allez être informés. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Iota a demandé la parole. À propos de vérité, Philippe, je voulais signaler que si on va vers plus de démocratie, on s'occupe donc plus des communs. Donc on s'occupe des communs, on ne s'occupe pas d'idéologie. Donc à partir du moment où on s'occupe que des communs, la vérité est toute simple. Ça veut dire les chiffres sont clairs, les propositions sont claires, les lois sont claires, et donc forcément, on ira vers plus de vérité. Voilà, Oui, et de c'est ce que plus, je veux oui, et dire. de plus, Iota, il n'y aura plus de partis politiques, donc il n'y aura plus de journalistes politisés. Ils devront se contenter de retransmettre les informations telles qu'ils les enregistrent, telles qu'ils les voient sur place. Voilà, et Alors, les assemblées sont là. Donc, plus on fera d'assemblées du peuple, plus de vérités seront évidentes. j'aime beaucoup vos remarques, alors il y a de l'un et de l'autre. Elles correspondent à la vraie nature de la transition, c'est-à-dire qu'il y aura à la fois un ancien monde qu'on va quitter, qui est celui de la politique, qui est celui des partis politiques, qui est celui des mensonges par omission ou des mensonges tout court, par nécessité politique, ou en tout cas entendu comme tel. Il y aura ce monde-là dont on va peu à peu se débarrasser, qu'on va peu à peu effacer pour aller vers celui que tu viens d'évoquer, Iota, où la démocratie est faite de telle façon que le mensonge n'a même plus d'intérêt, quoi. Et bien évidemment, il s'agira de faire cette transition-là le plus rapidement possible. Jean-Pierre a peut-être quelque chose à dire concernant donc cette information qui va être diffusée d'une manière libre. Merci. Bonsoir à tout le monde. Et mon souhait habituel, paix en moi, paix avec vous et paix pour le monde entier. Alors, la paix en soi, c'est pas toujours facile à acquérir, hein. Il y a des hauts et des bas. Et c'est pas très grave. Faut attendre que la tempête se passe. C'est comme le temps un peu. Pour arriver à trouver les communs, ça va supposer de communiquer et de mettre sur la table nos différences et nos communs. Parce qu'au départ, nous ne savons pas ce qu'il y a de différent et ce qu'il y a de commun. Et puis progressivement, chacun va repartir avec sa différence et l'honorer chez soi, et puis mettre les communs et en discuter dans les mairies, probablement dans les mairies ou dans d'autres lieux qui vont être communs.
Alors, communiquer, ça va être la première chose à faire. Et pour communiquer, ça suppose d'être curieux, curieux de soi et curieux de l'autre, de lui poser des questions sur ce qui pour lui est essentiel. Et c'est pas forcément la même chose que pour soi. Alors c'est là qu'on va faire la différence entre ce que nous avons de commun et ce que nous avons de différent. Sachant que la différence, c'est quelque chose d'extraordinaire, puisque ça enrichit l'humanité, ça enrichit le monde. Chacun vient apporter sa différence. Si nous sommes tous pareils, autant qu'il n'y en ait qu'un. Et c'est Oui, pas très donc facile. Jean-Pierre, donc tu considères que la religion, par exemple, c'est commun à tous? Ah non, c'est-à-dire Ah, chacun a la sienne. Mais pour arriver à trouver ce qui nous est commun, ce qui nous est commun, il y a des gens, par exemple, qui veulent acheter du tabac. D'autres gens, ils s'en foutent. Il y a des gens qui mangent de la viande. D'autres gens, ils s'en fichent de la viande. Donc, par contre, ce qui nous est commun, c'est d'avoir besoin de nourriture, par exemple. Mais pour arriver à trouver le commun, il faut déjà commencer par dialoguer les uns avec les autres et dire chacun ce qui est essentiel pour soi. Et après, on fait le tri de ce qui est commun et de ce qui ne l'est pas. À mon avis, c'est ça. Et c'est aussi la curiosité de la religion de l'autre. Parce que c'est important de savoir que l'autre, il a d'autres façons de penser, qu'il a d'autres fonctionnements. Par contre, une fois qu'on a mis tout ça, ben, honneur à la différence et maintenant, bossons sur les communs, comme dit Yotta. Voilà, bossons avec nos et communs. moi, je souligne juste, Jean-Pierre, que quand je parle des communs, c'est très pragmatique, hein. C'est les écoles, les hôpitaux, notre organisation sanitaire, des choses comme ça. Donc, ça doit occuper 50% de notre temps. Et par contre, après, oui, nous pouvons faire des discussions sur l'idéologie, les religions et tout ça pour nous connaître, comme tu dis. Mais une femme qui va mettre son enfant au monde, elle doit savoir où elle va le mettre au monde et comment elle va faire. Donc, c'est ça les communs, c'est tout le côté pragmatique de notre vie. Et c'est là-dessus qu'on discute politiquement et qu'on fait des échanges, mais toujours pour notre bien commun, c'est-à-dire pas pour notre bien à nous, personnellement, mais notre bien commun, c'est-à-dire qu'on est sûr qu'on n'a pas des coupures d'eau, qu'on n'a pas, que nos hôpitaux fonctionnent, et voilà, toutes des choses comme ça. Voilà, Et oui, Jean-Pierre. et oui, Merci, Yota, Yotta. c'est ce qu'on appelle les parties communes et ce qu'on appelle encore actuellement l'État. Mais ce qui se passe Oui, actuellement, comme le disait Louis XIV, Macron, il dit l'État, c'est moi. Hein, comme Mélenchon aussi a dit que l'État, c'était lui. Donc, oui. ben, l'État, non, l'État, c'est le peuple. Et c'est donc les parties communes que le peuple doit gérer. Et c'est pas des intermédiaires, ni des politiciens, ni des représentants qui doivent gérer les parties communes, c'est le peuple lui-même. Voilà. Tout à fait, Bruno. C'est très important qu'on le comprenne parce que dans le monde oligarchique que nous vivons aujourd'hui, on a tendance, avant par exemple, on disait les autres et moi, et aujourd'hui on dit moi et les autres. Donc ça prouve qu'on a un ego aujourd'hui qui est très prononcé, mais il faut savoir séparer cet ego et se dire, voilà, ça c'est ma participation au commun, et plus sera présente ma participation au commun, plus je serai averti, plus je participerai à ma société politique. Et puis de l'autre côté, eh ben, mon Dieu, si j'ai envie d'aller en Thaïlande en vacances, je vais en Thaïlande en vacances, ou en Chine, ou au Japon, ou en Amérique, je ne sais pas. Enfin, une liberté de choix et de vivre ses idéologies et de dépenser son argent avec le travail qu'on a fait. Et voilà, donc c'est très important de comprendre que la démocratie, c'est un système social d'organisation où tout le monde participe à l'organisation des communs. Et Et c'est tout. d'ailleurs, Iota, ça donne des économies énormes que fera le peuple, parce que, prends l'exemple, par exemple, des cantines scolaires. On a des marchés publics qui sont signés avec des grosses entreprises qui donnent en plus de la bouffe qui est pas bonne, Le et scolaire souvent et avec l'IPAD, voilà, et souvent pardon. avec des prix qui sont surexagérés parce qu'il y a des commissions occultes, il y a des choses comme ça. Alors que quand tout va se passer au niveau local,
au niveau de chaque mairie, au niveau de chaque département, et que ce sera des commandes qui se feront au niveau local auprès d'entreprises ou d'agriculteurs locaux, eh bien, non seulement les agriculteurs et les entreprises locales gagneront mieux leur vie, mais en plus de ça, la bouffe sera meilleure, et en plus de ça, ça coûtera moins cher. Ça, c'est garanti et c'est exactement la même chose pour les EHPAD, Bruno. Donc, nos personnes âgées, si vous saviez ce qu'elles mangent, c'est incroyable. Ben Alors, voilà. Iota, tu as fait allusion indirectement à une phrase de Sartre tout à l'heure. Il disait dans une de ses pièces, je crois que c'est Les Séquestrés d'Altona, l'enfer, c'est l'autre. Oui. La civilisation dans laquelle nous sommes fait que, effectivement, beaucoup de choses sont faites pour que l'enfer, ce soit l'autre. C'est-à-dire que sans l'autre, j'aurais beaucoup moins de problèmes. Alors j'aurais moins de solidarité aussi, mais j'ai pas besoin de solidarité. J'ai besoin je dirais, d'atmosphère, d'air, de m'aérer. Voilà, c'était ça la réclamation à l'époque. L'enfer, c'était l'autre. Ben, ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, on tente vers la prise en compte de l'autre, et l'autre, c'est le plaisir. Ça doit devenir le plaisir. Je dis pas le paradis parce qu'il faut rien exagérer, mais déjà le plaisir d'avoir l'autre en face de soi. Et est-ce un hasard s'il existe depuis quelques jours seulement sur le net un site qui s'appelle Connaissez-vous l'autre, écrit en français tout attaché. Alors, ça parle un peu de spiritualité, mais il y a beaucoup de choses très intéressantes. Et je pense que le titre est en lui-même très intéressant. Parce que pour aimer ou pour détester Pierre ou Paul, il faut savoir déjà le connaître. Alors, si on ne le connaît pas, on aura du mal à l'aimer ou à le détester, à avoir des Oui, sentiments vis-à-vis de lui. Voilà. oui, et puis Philippe, on peut reprendre ce qui est dit dans le christianisme, c'est-à-dire la fameuse phrase, il faut aimer les autres comme soi-même. Ben, on dit Absolument. aimer les autres, mais on oublie aussi le Oui, soi-même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas déjà soi-même. il faut utiliser la formule de la démocratie qui est la formule de la complémentarité, c'est-à-dire ne pas voir les autres comme comme des, comme Des une adversaires, concurrence, comme des comme une adversaires. concurrence, mais comme une complémentarité, c'est-à-dire nous sommes tous complémentaires pour créer une société. Il vaut mieux que chacun ne fasse pas, que tous ne fassent pas le même boulot. Il vaut mieux qu'on ait tous des boulots différents. Et c'est comme ça qu'on arrangera nos communs et donc avoir un respect de son voisin et qu'il peut aussi être un aristo dans son métier. C'est un peu Donc, l'exemple que l'on donne ici au CNT. pardon Sylvain, C'est un peu l'exemple que l'on donne nous tous ici au CNT, que ce soit Philippe, Jean-Pierre, ou alors Bruno, ou encore toi, Iota, nous sommes tous voilà, complémentaires. voilà, nous utilisons notre complémentarité. Ce que tu fais Sylvain, moi je ne sais pas le faire. Je pense que Philippe non plus. Je pense que Bruno et Jean-Pierre non plus. Donc, est-ce que moi je fais, vous ne savez pas le faire non plus. Donc, c'est ça qui nous réunit et qui donne création à l'art. Donc, on Et fera vite la c'est création. c'est donc un moyen aussi d'information lors de la transition, dont on n'a pas encore parlé, mais qui sera notamment un système où on aura, que ce soit à la télévision, à la radio ou sur Internet, des cours de démocratie. Des cours qui permettront aux gens d'apprendre à raisonner d'une façon complètement différente de ce qu'on nous a mis dans le crâne depuis des siècles, où on nous a forcé à agir en concurrence avec les autres, en essayant en nous poussant à écraser l'autre pour mieux réussir soi-même, alors qu'on peut réussir bien mieux si on réussit en commun, en équipe. Alors, Oui. Bruno, à l'époque, excuse-moi Philippe, à l'époque d'Athènes, il y a eu un effet domino. C'est-à-dire que les gens, les autres villes, puisqu'il y a eu la démocratie, la véritable démocratie à Athènes, les autres villes, si tu veux, les autres 134 villes et îles qui ont adopté le système démocratique, ils ont copié sur la ville d'Athènes. Et c'est parti de la ville d'Athènes comme un effet domino autour de toutes ces îles qui finalement se sont dit, eh ben, les Athéniens, ils progressent, alors on ferait mieux de les copier. Et donc, il y a un exemple à montrer, et suite à cet exemple, eh bien, ça partira comme un effet domino pour Et les oui, autres mairies.
Ça peut partir d'une dizaine de petits villages français où les maires vont décider un jour de suivre les principes démocratiques et puis après, ça fera boule de neige. Voilà. Et ça peut commencer dans une mairie en fonctionnement intérieur comme vous faites au canal CNT. Donc, vous avez une organisation démocratique par les débats déjà qui sont les plus importants. Et donc, par les débats, vous arrivez à vous entendre et à garder un groupe pendant des années. Cela veut dire qu'il y a déjà pas mal d'éléments qui sont là pour une organisation interne. Maintenant, il faut ajouter les tirages au sort, les votes et les propositions, et évidemment après proposition de loi ou proposition de construire quelque chose. Et c'est bon, je veux dire, vous êtes vraiment sur le bon chemin pour obtenir un fonctionnement interne démocratique. Et au moment de la transition, nous aurons notre ami Jean-Pierre qui fera des émissions sur le cercle de parole pour apprendre aux Français à pouvoir communiquer. Par exemple, et j'espère ne pas être seul, il y a plein de gens qui savent pratiquer des cercles de parole. Et à ce sujet, il y a plein de groupes de fraternités anonymes, de guérissants de toutes sortes de mal-être qui fonctionnent en démocratie. Il n'y a pas de chef dans ces groupes-là. Et c'est des groupes qui ont adopté le comportement, les traditions des alcooliques anonymes. Il y a un comportement extrêmement respectueux, non seulement pour le groupe lui-même, puisqu'il y a un précepte qui dit que le rétablissement d'une personne passe par le rétablissement commun, par le bon fonctionnement du groupe. Donc si un groupe fonctionne bien, nous avons énormément de chances de pouvoir s'épanouir à titre personnel. Il y a un exemple extraordinaire pour faire la différence entre le commun et le privé, l'individuel. Monsieur Arnaud Stern a inventé le jeu de peindre. Au milieu d'une pièce, il y a une palette de couleurs. Chaque personne a son papier affiché sur un mur ou sur une table. Et il oscille entre la palette qui est commune et son papier qui lui est propre. Et c'est un jeu extrêmement structuré, mais qui aide l'enfant aussi à se structurer, à faire la différence entre ce qui est commun et ce que nous sommes censés respecter, à savoir pas mélanger toutes les couleurs pour que les autres aient chacun la couleur qu'il choisit. Et puis, retourner à sa feuille de papier personnelle, retourner à sa vie, à soi, avec ses différences et magnifier ses différences dans un lieu commun. Ce qu'il faut comprendre avec tout ce qui a été dit dans cette émission, c'est que, le meilleur est à venir pendant la transition offerte par le Conseil national de transition français Canal Historique. Excellente soirée à vous. Notre prochain rendez-vous dans 48 heures. Merci Bruno, merci Philippe, merci Yota, merci Jean-Pierre. Merci de nous suivre également. Une excellente soirée et à mercredi.